je veux dire, la France, c'est un pays merveilleux qui avait tout un art de vivre, une littérature, un art, enfin, des milliers de choses qui tout d'un coup deviennent une honte et des choses à détruire. Et j'aimerais bien entendre si les gens ont des questions ou Oui, des... bah voilà, on va peut-être répondre aux questions parce que je vois des choses passer, des questions, mais Jean-Charles, est-ce que tu peux... Il y a d'autres formes d'islam aux Émirats, les soufis, qui n'excluent pas aussi radicalement les juifs ou Israël. Donc il y aurait des musulmans qui ne sont pas aussi radicaux que ceux que tu as décrits. Oui, oui. Alors, moi, je ne décris pas les musulmans, je ne parle pas des musulmans, je Et c'est parle de vrai, l'islam. c'est Je vrai. parle de l'islam. L'islam, en tant que texte, si on sait bien lire, il est radical. Point. Il est radical. Il n'y a pas autre chose. Je veux dire, on va pas faire toute une conférence là-dessus, mais il y a des contradictions qu'on peut utiliser, comme quoi il y a un verset qui n'a pas été enlevé et où on dit peut-être que Israël appartient au béni Israël. Ils l'ont pas enlevé ce verset. Et comme c'est la parole de Dieu, comme disent certains rabbins, on peut se baser là-dessus pour leur faire comprendre que il faut absolument qu'ils reconnaissent la légitimité et l'existence d'Israël, en se basant sur leur texte, qui le dit d'ailleurs. En Mhm. revanche, cette histoire d'islam modéré, machin, il faut vraiment qu'on passe au-dessus de cela et relire le texte, le lire vraiment. Et il appelle au djihad, il appelle à la mort, il appelle à l'infériorité des femmes, il appelle à une espèce de, comment vous dire, oui, tu choisiras la mort. Hein. Tu choisiras la mort. Mhm. Mhm. Et donc, moi, on m'oppose toujours, oui, mais le soufisme, etc., etc. J'ai essayé, alors je ne suis pas non plus, je n'ai pas fait de thèse sur l'islam. En revanche, je le connais et de l'intérieur et je le connais parce que je l'ai étudié. Si on se cantonne au texte, le texte est radical. En revanche, les musulmans ne sont pas tous radicaux. Voilà, c'est tout ce que je peux dire De toute façon, là-dessus. les soufis sont très mal vus par les C'est musulmans. très mal vu, c'est même Euh, pas considéré comme une branche légitime de l'islam, hein, vraiment. Question alors, bien, Sonia, veux-tu développer le changement viendra par les femmes? Alors, Vas-y. en fait, ça je l'explique et je le redis toujours, la Ummah, qui veut dire matrie, la mère, ça veut dire mère, en fait, le patriarcat islamique ou l'autorité, ou en tout cas le pouvoir politique des hommes, est transmis par les femmes. Il est transmis par les mères. Ce sont les mères qui s'occupent de l'intime et les pères s'occupent de l'extérieur, de l'extime. Donc, en fait, toute la transmission de l'infériorité des femmes, de la soumission absolue à Allah, à l'interdiction faite sur la pensée, etc., se fait par les femmes, à l'intérieur des maisons. Ce ne sont pas les hommes qui s'occupent de tout cela, ce sont les mères. Et donc, quand je dis cela, ça veut dire que, et c'est ce que je vois dans les entretiens que j'ai eus avec les apostates, qui disent, moi, j'ai plus envie de transmettre ça. Donc, quand je dis la révolution arrivera par les femmes, c'est-à-dire qu'elles arrêtent. Elles disent, bon, niet, c'est pas je sors de l'islam, vous pouvez rester dans l'islam si vous voulez, mais je ne transmets plus ce bâton ou je ne transmets pas ce témoin qui donne de l'oppression. Au fils aussi, il ne faut pas croire, hein, parce que je veux dire, libérer l'opprimé, c'est aussi libérer l'oppresseur, vous voyez. Donc, je ne suis pas dans un discours néo-féministe, Dieu m'en garde, mais dans un discours plutôt féministe où nous avons besoin des hommes, ce sont nos frères, nos alliés, nos amis, pour nous aider. Mais finalement, dans la Oumma, c'est vraiment, et c'est ce qu'on voit en Iran, hein, c'est vraiment aux femmes d'abord de se soulever et de se faire sujet et non pas objet. Parce que le voile, finalement, ce n'est que cela. Cache-moi ce visage ou cette main que je ne saurais voir parce que tu m'excites trop et donc j'ai pas envie de m'exciter, s'il te plaît, cache-toi. Finalement, pourquoi on voile les femmes? Parce qu'on a peur de leur pouvoir. Les hommes, en général, ont toujours eu peur de la femme, de son pouvoir et de séduction ou autre. Et donc, du coup, l'islam a bien compris cela et il maintient la femme la tête sous l'eau parce que le jour où les femmes se lèveront dans ces pays, ce sera terminé de la dignitude et de l'oppression, etc.
Et pour l'instant, elles sont complices, totalement complices. Alors, je voudrais passer à une question aussi. Je suis en Angleterre et je vois qu'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer depuis Londres. C'est Carl Cohn. C'est more precise. Thank you very much, you both ladies. And it was a very refreshing and unusual Zoom meeting. We would like to see you more often on the screen. It is, again, I'm a great, let's say, passionate political animal. I'm interested in the events surrounding us in the big world. There is something that needs to be said. First of all, some accuracy. There is no such thing as Islamism. This is an invention. Yeah. And this is something to shut people up. It acts like a censorship. There is no Islamism. To paraphrase the Bill Clinton debate with the old George Bush, he said, the economy is stupid. It's Islam stupid. There is no Islamism. There is no Christianism or Buddhismism. So it's Islam in the raw. There are no two versions of it. There is something that needs mentioning for all of us because we are adults. Islam, which is not deriving the name from a religion of peace, from salam. It derives from the Arab word aslama, which means total submission. And Islam is based on three main principles. It is maximalist, exclusivist, and triumphalist. And it has not changed since Muhammad's days. We need to acknowledge and to understand that for the best of our society. Once again, great thanks. Just a minute. Est-ce que tout le monde comprend l'anglais ou est-ce que vous voulez que je traduise rapidement ce qu'a dit Carole? Oui. Merci bien. Oui, voilà. En gros, il rappelle qu'islamisme est une vue de l'esprit, qu'il n'y a, c'est la Liliane, c'est même pas une vue de l'esprit, c'est une invention occidentale coupable. En arabe, il n'y a pas de terme qui correspond. Alors, il n'y a pas de terme qui correspond à islamisme. Il n'y a que le mot islam. Donc, il faut quand même savoir que point de pensée sans mot, on est d'accord. Point de pensée sans langage. Il n'y a pas le mot islamisme. C'est une invention occidentale pour dire, oh là là, les musulmans, ils sont gentils, l'islam est gentil, on l'a mal compris, mais il y a l'islamisme. Isme. Il n'y a pas de isme. Ça n'existe pas. Aussi, il n'y a pas cette chose de islamophobie. C'est une autre invention négative. Ce n'est pas, c'est un système de contrôler de censorship. Ce n'est pas islamophobie. Phobia is an old Greek word, is irrational fear. Ce n'est pas islamophobie. C'est très rationnel au contraire que d'avoir peur de l'islam, je crois. Absolument. Absolument. Oui, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Bien. D'autres questions? Alors, à combien estime-t-on le nombre de femmes françaises, ça m'étonnerait que vous sachiez, le nombre de femmes françaises chrétiennes qui se convertissent à l'islam? Qu'est-ce que l'islam semble leur offrir que le christianisme semble là, je peux répondre. Je peux répondre par rapport au livre que je suis en train d'écrire sur les femmes converties. Il y a beaucoup de jeunes femmes, jeunes chrétiennes, si vous voulez, de jeunes françaises de naissance qui se convertissent à l'islam pour des raisons toujours, non pas de cette superbe de l'islam, mais de l'idée qu'elles vont y trouver de la protection de la part des garçons, écoutez bien, hein, du respect de la femme en la voilant, etc. Donc, moi, j'en vois beaucoup hein, dans mon cabinet. Des jeunes filles voilées, en général, elles ont vécu des choses catastrophiques dans leur vie. Une absence totale peut-être d'un père, un décès d'une mère. Et finalement, la position aujourd'hui, par défaut, c'est de se convertir à l'islam.
Mais il y en a beaucoup. Alors, je n'ai aucun chiffre, puisque les chiffres sont tus, y compris sur le nombre de musulmans qu'il y a en France. Ça fait 40 ans qu'ils sont 5 millions. Bon, bref, voilà, passons. En revanche, il y a énormément de filles qui se convertissent à l'islam. Et c'est Énormément. pas par amour. Et toutes classes sociales confondues. Ça fait peur, ça. Toutes classes sociales confondues, y compris les filles qui ont fait des études supérieures, etc. Voilà. C'est terrifiant. Jean-Charles, est-ce que je peux répondre à une question de Colette? Oui, Oui. Alors, Colette qui dit que depuis le 7 octobre, ce n'est que de l'antisémitisme et pas de l'antisionisme, et en réalité que l'antisionisme, c'est de l'antisémitisme. Alors, je peux répondre en citant Mathias Kunsel, qui qui est un conférencier que nous avons déjà vu plusieurs fois sur Dimi Watch, qui est un sociologue allemand, un historien, et qui a montré que toutes les accusations qu'on a depuis le 7 octobre, qu'on envoie sur Israël, colonialisme, génocide, tout ce qu'on entend, c'était déjà formulé par les frères musulmans en 1946-47, c'est-à-dire avant même que Israël n'existe, les frères musulmans et les islamistes, parce que je pense qu'on peut dire que les islamistes, eux, existent, les islamistes formulaient déjà ce genre d'accusation. Donc ça préexiste, et pour Mathias Kunsel, ce sont ces accusations qui sont la cause du conflit. Voilà. Alors, si je peux ajouter quelque chose, justement, c'est que mon livre, que vous avez dû voir sur la présentation de ce soir, s'appelle Lettre ouverte aux antisionistes de droite, de gauche et des autres galaxies. Il est sorti avant le 7 octobre, 6 mois avant le 7 octobre. Et je répondais déjà aux fausses accusations d'apartheid, de colonialisme, de génocide, de je ne sais plus quoi. Enfin, tout ce qui fait la bouillie mentale de l'antisémite français moyen qui se prend pour un politique avisé anti-Netanyahou. Et vraiment, je ne sais pas qui est Colette qui posait la question, mais je lui conseille vivement de lire mon livre parce qu'elle trouvera justement non seulement bien sûr que c'est de l'antisémitisme, mais il faut être capable de répondre point par point à cet antisémitisme. Parce que quand quelqu'un vous dit, oui, les Juifs, ils sont en train de commettre un génocide, ils ont déjà tué 40 000 enfants et femmes, il faut pouvoir répondre sur ce point-là précis. Pas lui dire, oui, c'est de l'antisémitisme de dire ça, parce que ça n'a aucun poids ça a du sens, mais ça n'a pas de poids. Et ce qu'il faut lui dire, au contraire, c'est précisément quels sont ces chiffres dont elle parle, où sont les cimetières qui devraient prendre à peu près 20% ou 30% du territoire de Gaza, où sont les cadavres et pourquoi est-ce que ces juifs qui sont tellement forts et qui possèdent toutes les banques, toutes les armes et qui manipulent l'Amérique, comment ont-ils réussi à être assez mauvais pour tuer 40 000 femmes et enfants et zéro combattant du Hamas? Et ça, je veux dire, pour chacune des accusations rituelles qu'il y a contre les juifs, et c'est depuis bien avant le 7 octobre, on est bien d'accord, et c'est depuis probablement même avant les frères musulmans. Pour chacune de ces accusations, il y a des faits qui permettent, quand on a affaire à quelqu'un de bonne foi, c'est-à-dire pas à un antisémite, mais à quelqu'un qui est antisioniste de mode, de lui faire prendre conscience qu'il est en train de raconter n'importe quoi. Parce que la plupart des antisionistes qui gueulent de la rivière à la mer, la Palestine sera libre, demandez à, je ne sais plus laquelle c'était, Mathilde Panot, de quelle rivière et de quelle mer elle parle. Je ne comprends pas la question. Ben non, elle ne comprend pas la question parce qu'elle n'a aucune idée
de la rivière en question et de la mer en question. Ce qui est important, c'est de tuer des juifs. Et il n'y a pas assez de juifs tués. Comment ça s'appelle? La disproportion dont Israël est accusé, ce n'est pas la disproportion parce qu'il a tué trop de Hamasniks. C'est parce qu'il n'a pas assez de morts chez lui. Il faudrait plus de morts juifs. Là, ça deviendrait moins disproportionné. Voilà, c'était juste pour rajouter ça parce que ça me... Une personne, Malcolm, qui voudrait prendre la parole. Malcolm, tu as la parole à propos des Est-ce qu'on m'écoute bien? Oui, Alors, je voulais justifier l'usage du mot islamiste ou islamisme. Au Moyen Âge, les religions ont unifié le principe religieux avec un principe politique. C'est-à-dire, il y avait des États qui étaient déclarément chrétiens ou musulmans. Et alors, l'élément politique et l'élément religieux étaient unifiés. Dans le monde moderne, on pense que les États doivent donner l'égalité à tous les citoyens et que les citoyens d'une religion particulière n'ont pas le droit de s'imposer sur les autres. Alors, les islamistes, ils sont ceux qui, encore dans le monde moderne, cherchent à imposer le principe religieux comme le principe dirigeant de l'État. C'est-à-dire, dans le monde moderne, on peut parler des islamistes, on peut distinguer entre les musulmans et les islamistes, parce que pas tous les musulmans cherchent à imposer la religion comme principe de la direction de l'État. Également, on voit aux États-Unis des exemples des mouvements. Alors, le Ku Klux Klan, c'est le plus évident. Des gens qui vont faire le christianisme aussi un principe dirigeant de l'État. Et en Israël aussi, on voit des gens qui cherchent à faire du judaïsme le principe dirigeant de l'État. Alors que, en principe, en Israël, le judaïsme, l'État donne l'égalité à tous les citoyens et ne donne pas de droits politiques supérieurs aux Juifs, en mettant les gens des autres régions en citoyens de deuxième rang. Alors, je pense que dans le monde moderne, on peut distinguer entre l'islam et l'islamisme, parce qu'il y a des musulmans qui sont de bons musulmans Non, en religion, ignorant. mais ils ne veulent pas imposer l'islam comme religion de l'État ou la religion qui donne, qui dirige la politique de l'État. J'espère que je m'ai bien expliqué. Que l'islamisme est un mot qu'on peut utiliser dans les États du monde moderne où la foi de l'individu ne lui donne pas des avantages ou des désavantages. Oui. Et l'islamisme veut donner l'avantage aux musulmans. Ok, Malcolm. Je voudrais qu'on passe aussi la parole. Il y a beaucoup d'interventions. Claire Brière, donc tu voulais répondre
sur les conversions. Quand je suis revenue d'Iran et que je suis partie en Égypte aussi pour suivre ce qu'on appelait les islamistes à l'époque, qui étaient les assassins de Sadat, c'était des gens qui déjà martyrisaient les Coptes. Hein. C'était affreux, mais vraiment affreux. Ils enlevaient les femmes, ils les violaient, ils détruisaient les églises, qui déjà n'avaient plus le droit de se construire et quasiment plus le droit d'être fréquentées. Et je me suis intéressée à ces femmes que je commençais à voir, notamment autour de la mosquée Omar, dont à l'époque personne ne parlait, qui est rue Jean-Pierre Timbaud, et dont l'imam était un converti d'ailleurs, Yves, qui s'était fait appeler Yacoub, et qui m'expliquait qu'il allait partir en Afghanistan. Et à ce moment-là, je commence à voir certaines femmes voilées qui ne sont pas visiblement d'origine maghrébine ou arabo-musulmane, ou etc. Des bonnes petites françaises blanches, voilà. Et donc, je m'y intéresse et je commence à comprendre que c'était beaucoup de femmes de la classe moyenne, dirais-je. Des employés, des femmes dans des administrations, voilà, c'était pas ni des grandes bourgeoises, alors surtout pas des ouvrières, mais ça correspondait d'une part à l'explosion de la révolution iranienne, mais aussi, dirais-je, au fait que les forces traditionnelles de gauche qui rassemblaient à l'époque des gens d'origine modeste, comme le PCF, et ces gens se syndiquaient à la CGT, à la CFDT, se sont retrouvés d'une certaine façon orphelins. Et donc, petit à petit, parce que déjà, il y avait des zones d'islamisation qui commençaient à exister, que chez Renault, j'avais rencontré des ouvriers qui déjà mettaient leur tapis de prière dans les ateliers, et qu'à Grenoble, dont on parle beaucoup aujourd'hui, je connaissais déjà des ouvriers qui s'étaient islamisés, pour dire les choses ainsi. Et donc, ces catégories de femmes qui n'avaient pas de bonheur dans leur foyer, moins qu'on puisse dire, qui rencontraient peut-être un petit ami qui était d'origine maghrébine et un peu musulman, ou moyennement musulman, on peut dire ça comme ça, parce que ce qu'a bien signalé Sonia, c'est qu'ils ne connaissent pas le Coran. Ils ne savent pas de quoi on parle quand on se dit musulman. Ils pensent que c'est bon, Allah, on fait des prières, et puis, etc. Et donc, ces femmes-là ont été prises dans des zones d'influence, soit amoureuses, soit géographiques, qui les ont amenées à se convertir. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Et ça commençait très tôt. Je parle du début des années 80. Voilà. Merci Claire. Bonne question. Merci, Claire. J'ai une autre question, Sonia. Que pensez-vous de l'espèce d'exotisme du monde arabe qui séduit les Européens et qui n'en voit que l'aspect de beauté, d'hospitalité, d'accueil, genre jolie gazelle, sans en comprendre les fondements? Eh ben, c'est là que l'Occident, et en tout cas la France des Lumières, n'est plus fidèle à elle-même, hein, finalement. C'est peut-être parce que il y a quelque chose des Lumières qui s'éteignent chez nous en Occident, on ne croit plus en nous du tout. Il y a quelque chose de l'horizon des Lumières qui s'obscurcit. Et donc, il y a un retour comme ça vers des choses. On le voit même beaucoup dans nos sociétés occidentales contemporaines, un retour à des rebouteux, à des tradithérapies, etc. Et l'islam fait partie quand même de ces régressions et de cette volonté de restituer, en tout cas, l'autorité du père qui se meurt aujourd'hui en Occident
Et l'islam répond à certaines questions. En tout cas, l'islam vous prend en charge complètement, répond à toutes vos questions, vous dit comment vous habiller, comment dire bonjour, comment manger, comment faire l'amour, tout, absolument tout. Et donc, il y a une abdication comme ça de son identité propre et de sa responsabilité subjective. Et puis voilà, vous rencontrez l'islam, c'est certainement une très mauvaise rencontre, hein, mais voilà, et c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Et c'est dans les entretiens que j'ai eus avec les convertis, y compris les djihadistes hein, qui sont revenus de Syrie, des fichiers S et tout, ils disent tous la même chose. J'ai senti que j'étais quelqu'un, j'ai senti que j'étais l'élu, j'ai senti qu'on me donnait une place, qu'on était mon frère, etc. Ce qui est absolument une poudre aux yeux, mais quand même, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Pourquoi ne ferme-t-on pas les mosquées qui devraient l'être en France? Quelqu'un a répertorié 800, oui. Pourquoi est-ce qu'on ne ferme pas ces mosquées? Pourquoi est-ce qu'on ne ferme pas les mosquées? Pourquoi est-ce qu'on ne nous donne pas la parole? Pourquoi on n'est pas très nombreuses en France, des femmes comme moi, d'origine, en tout cas de culture musulmane, hein, parce que c'est une culture avant tout. Pourquoi on ne nous donne pas la parole? Pourquoi on est silencieux? Pourquoi? Je ne sais pas. Et je ne sais pas l'agenda de l'Occident, en tout cas de l'Europe. Pourquoi on envahit de subventions les fréristes? Pourquoi Florence Bergeau-Blaclair est menacée de mort? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. J'ai quelques bribes de réponses, mais je ne sais pas pourquoi. Est-ce que je ne sais pas. Je ne saurais pas répondre. Moi, Nicole Cohen-Haddad, je vous pense, avez la parole. avant de partir, parce que dans 2 minutes je pars, mais avant de partir, je crois que j'ai une réponse, c'est que ça fait le jeu de ces gens qui haïssent la France, l'Occident, Ouais, le patriarcat, l'hétéronormalité, etc. Tous ces gens qui veulent détruire, qui veulent que tout saute. tout, Et oui, tout, 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 la famille, tout. y a pas, voilà, Est-ce que, est-ce que et- je sais que vous allez partir, je voudrais parler avant que vous partiez. oui. Nicole Cohen-Haddad, je voudrais dire que pour moi, c'est très simple, c'est les frères musulmans. L'Iran a aussi adopté maintenant les frères musulmans depuis pas mal de temps, et ça, on n'en parle pas. L'Iran, ce n'est pas arabe, et pourtant, ils ont adopté les frères musulmans. Les frères musulmans, c'est un truc politique, et les frères musulmans sont là pour détruire non pas seulement l'Occident, mais aussi tout ce qui se passe dans les pays musulmans. Et ça, on n'en parle pas non plus. C'est la politique des frères musulmans, et ça a commencé justement dans les années 80. Quand on regarde avant, il y avait des Maghrébiens en France. Il y a bien eu le FLN, il y a bien eu le MNA. Eh bien là, il n'y avait pas ce problème-là, parce que c'était une autre politique. Et quand les frères musulmans ont décidé de travailler en Occident, et bien voilà, dans les années 80, c'est là que ça commençait. Et c'est avec le Qatar, donc ça a commencé, par exemple pour nous en France, c'était le Qatar. C'est les frères musulmans du Qatar. Donc il faut qu'on soit bien clair que c'est tout ça, c'est les frères musulmans. Et que en fait, ils ont un agenda. L'agenda qu'ils ont, moi, je l'ai vu aux États-Unis. Ils ont créé tout un tas comment ils appelaient ça, des centres. C'était même pas des mosquées, ils appelaient ça centres. De C'était comme culte. des centres culturels, C'est mais vrai. ils en ont mis plein. Et il y avait plein de gens de la classe moyenne et de la classe supérieure, je dirais, pas mal de femmes médecins que je connaissais, parce que j'étais médecin aussi, et qui sont tombés dans ces choses-là. Et qui maintenant, enfin des hommes et des femmes. Mais c'est vraiment, ils ont travaillé sur les musulmans qu'il y avait dans le monde. Et là, on a plein de musulmans qui sont maintenant des frères musulmans. Et c'est ça le truc. Il faut absolument qu'on le décrive comme il est et qu'on le combatte tel qu'il est. Maintenant, par rapport aux États en Europe, euh, vraiment, on ne verbalise pas ça. On parle de l'islam, on parle de ceci, on parle de cela. Mais non, c'est les frères musulmans.
Très crois que- simplement, c'est un truc politique. Et les frères musulmans, c'était pareil. Au niveau d'Israël, c'était pareil. C'est pareil. Non, je crois que ce que vous avez soulevé, c'est vraiment extrêmement important. Et je peux juste donner un exemple. En 2004, il y avait un journal que vous connaissez certainement qui s'appelle L'Humanité. Et je vais donner la parole à Claire Brière pour conclure. Mais un journal qui s'appelait L'Humanité, qui parlait d'un imam qui s'appelait Hassan Iqiyoussen, qui avait des propos racistes et antisémites. 4. Il a été expulsé de France en 2023, 19 ans plus tard. Vous voyez que c'est extrêmement long. Donc, qu'il faut du courage politique que nos dirigeants n'ont pas souvent. Je pense que Claire voudrait faire une dernière intervention avant que nos invités ne concluent cette soirée. Ouais, Claire? mais vraiment très très rapidement, je voudrais dire que dès la guerre d'Algérie, il y avait évidemment une présence maghrébine en France, sous l'égide du FLN, mais qui n'avançait pas de revendications religieuses. Mais la direction du FLN, notamment Ben Bella, était des djihadistes. Ils appelaient à une guerre religieuse, et au djihad, et ce qui a fait qu'ils ont massacré leurs concurrents du MNA, qui était un mouvement nationaliste plus traditionnel, moins djihadiste, et qu'ils ont déguisé leurs propos djihadistes sous le couvert de l'indépendance nationale. Mais que très vite, les interdits islamiques sont arrivés. Vous avez vu la guerre de 89, 91, 92, GIA et FIS qui ont massacré les gens, qui ont tué des gamines qui allaient à l'école, etc. Ensuite sont arrivés je sais plus, Chadli, etc., qui ont dit on pardonne, on a libéré ces gars-là. Et aujourd'hui, l'Algérie est devenue un État musulman coranique, jusqu'à quel point, enfin, on ne peut plus avoir une église. Il y a un pauvre libraire qui vendait trois évangiles qui s'est fait fermer, etc. Et les lois de la famille sont devenues épouvantables. Et les jeunes qui arrivent aujourd'hui en France via l'immigration sont déjà islamisés. Donc ça apporte du moulin aux frères, de l'eau au moulin, des frères musulmans, de l'islam, Des salafistes. et voilà, et des femmes, bonjour. Alors, je remercie tout le monde pour toutes ces interventions, mais et je crois qu'il faut qu'on pense à la conclusion puisque Liliane doit s'en aller. Est-ce que vous voulez, nos deux intervenantes, Liliane et Sonia, est-ce que vous voulez conclure cette soirée? Je trouve ça très intéressant de conclure sur une note positive et de dire que ce n'est pas perdu. C'est partiellement perdu. Mais je vois que quelqu'un me dit on a peur de passer pour un raciste. Pourquoi on a peur de passer pour un raciste? C'est ce que nous-mêmes, on m'enferme très souvent dans une espèce d'identité musulmane. Je ne suis pas musulmane, j'arrête pas de le dire. C'est parce il y a quand même deux signifiants qui coexistent et qui deviennent un, c'est musulman et l'ethnie. Il faut séparer l'ethnicité, la tunisienneté par exemple, la mienne, et l'islam. Or, aujourd'hui, même, c'est ce que j'expliquais l'autre jour, même dans une conférence où je parlais d'islam et d'islamisme et de la barbarie du 7 octobre, le modérateur me présentait comme une musulmane. Je ne suis absolument pas musulmane. Et tant qu'on confond ces deux termes, et c'est là qu'on tombe dans le racisme. Je ne peux pas être raciste contre les Maghrébins ou contre les Arabes, mais je revendique une liberté de parole contre l'islam. Et donc, on a peur, on a peur parce qu'on confond les deux termes. Il ne faut surtout pas confondre les deux termes. Un arabe, c'est un arabe. Il n'est pas obligatoirement musulman, hein. Il y a des arabes chrétiens, etc. Ou des athées comme moi, agnostiques et autres, hein. Tant qu'on ne fait pas le distinguo entre l'ethnie et la religion, on est mal.
Et on est tous pris dans une espèce de truc, de soupe comme ça, et on ne peut pas s'en sortir. Il y a une liberté de conscience en France qui n'est pas reconnue à tous. Les musulmans sont musulmans, un Tunisien c'est un Tunisien, un Algérien c'est un Algérien. Tant qu'on n'a pas dissocié les deux signifiants, on ne peut pas s'en sortir. Voilà. Et je veux juste ajouter à ce que dit Sonia, c'est que l'islam se revendique comme identité Oui, unique, exactement. ce que ne font pas les autres religions. Et je pense qu'il est trop tard, mais je suis ashkénaze, donc pessimiste. Cela dit, s'il n'est pas trop tard avec X% de population musulmane et se définissant comme telle en France, on est peut-être une minute avant minuit. Moi, je pense qu'on est. On est 2 secondes avant minuit. Voilà. 2 secondes. Mais on a 2 secondes quand même, vous voyez. On se dépêche alors. Au revoir à tous. Et Merci, merci beaucoup. Merci Liliane. Merci Sonia. Merci, merci à toi. Je voulais remercier tous les intervenants et les participants qui sont venus ce soir. Je voulais aussi terminer sur une note positive. Moi aussi, je ne crois pas qu'il est tout à fait trop tard. Il faut juste une volonté politique pour qu'en France, on veuille en tout cas changer les choses. Et on n'a pas. J'ai discuté avec Barbara Lepep qui va bientôt, en quelques points, donner des solutions qui ne sont pas faciles, mais qui sont claires et pas si nombreuses que ça à prendre. On la verra bientôt. Alexandre, tu veux finir ou on coupe? Oui, ben, je voudrais peut-être rappeler, je vois Bakior n'est pas intervenue ce soir, mais elle est quand même celle qui nous a éclairé tout le temps depuis le début de l'association et qui montre les embûches et le chemin à suivre. Et je te remercie pour tout cela. Et on t'entendra dans une prochaine soirée de Dimi Watch.